Donc tout était préparé pour qu'il tombe dans le piège dans lequel il est tombé. Et aujourd'hui avec Fidèle, donc un élément qui va nous parler un petit peu de l'élément déclencheur de mars 67. Mars 67. Mars 67, le 20 mars 67, c'est le jour où ce Le chien de fameux Bastère. commerçant Coder m'a C'était envoyé quelqu'un d'origine slave, tchèque, quelque chose comme ça. et lançant son chien et sur un des cordonniers noirs, un cordonnier noir guadeloupéen. Paquet noir. Voilà. En bout rouge. Voilà. Et il a lancé une phrase qui est devenue un petit peu tristement célèbre, dis bonjour au nègre. Voilà. Voilà. Et à la suite de ça, il y a une succession de faits, de manifestations. Et jeudi jour, nous arrivons aujourd'hui sur la place de la Victoire pour parler de ce fameux 26 mai. Et d'où ton intervention aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment on arrive à ce 26 mai et qu'est-ce qui s'est passé exactement? En partant de mars, alors. En partant de mars, rapidement. On peut toujours essayer. Ouais. Alors, je reprends encore une fois. Pour mieux comprendre ces deux dates, mars 67 et mai 67, il faut fouiller son nez dans l'organisation dite le GONG. Ça, c'est fondamental. Parce que sans le GONG, il aurait pu avoir pire que ce qui a eu lieu, mais il n'y aurait rien eu. Et c'est arrivé parce qu'il y a un moment où dans le GONG, on était à la limite du clash entre les deux tendances, le GONG populiste COSA, qui était la pancarte politique du mouvement patriotique, et l'autre GONG, qui s'appelait le comité d'action en fait, et qui était un petit peu un des derniers, on va dire scientifiquement, un spermatozoïde de l'armée guadeloupéenne de Delvès, qui a été dissoute après l'invasion française de 1802, qui a commencé d'ailleurs, même pas là où nous sommes, mais un peu plus bas, parce que là où nous sommes maintenant, c'était la mer. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est plutôt du côté de la statue de Félix Eboué. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme nous le disions tout à l'heure, dans le GONG, il y avait donc ces deux tendances, la tendance armée, qui s'appelle le comité d'action et ses différentes déclinaisons, et l'autre GONG qui était un peu le GONG des réunions. Les réunions, on avait passé leur temps à parler, et après avoir bien parlé, défoulé, les gars partaient à carénage pour lâcher leur surplus de magma, on va dire ça comme ça. Voilà quelle était la vérité. Et après, on arrive vers le 24 mai, où les ouvriers du bâtiment se mettent en grève et réclament plus de 2%. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Pourquoi nous ne sommes pas encore là? C'est que moi, je dois parler de moi, non pas pour parler de moi, mais pour parler de ce que nous venons de dire. J'étais dans la tendance comité d'action. J'étais le bras droit du commandant Jacques Nestor. Et j'étais aussi le plus jeune du GONG. Et ensemble, on avait la faveur du fondateur du GONG, qui était le docteur Pierre Sainton, qui nous soutenait et qui nous aimait comme ses enfants. Et ça faisait aussi des jalousies dans l'organisation. Ceux qui étaient des blablabla, et dont il reste 2 exemplaires actuellement, puisqu'ils étaient 3 à la direction. Il y avait le fondateur, docteur Sainton, et 2 adjoints qui étaient au bureau politique. Je peux donner des noms, hein, si vous voulez, je peux ou pas. Alors, vous aviez d'abord Serge Glod, qui est encore vivant, qui est très âgé, près de 100 ans, mais qui a encore toute sa tête, qui peut encore parler très bien, dans la logique donc, de son arborescence intellectuelle. Et aussi, il faut dire les choses comme elles sont, un autre, qu'on appelle ici, je crois que populairement, les gens l'appellent le camarade Jean, qui s'appelle Louis Théodore, et qui lui, par contre, a eu un parcours un peu particulier, puisqu'à l'époque, il avait toute la confiance du commandant-chef Pierre Sainton,
Mais quand vous voulez dire, sur ce panel, donc il y avait, si on a vu globalement, c'était ça. Et il vient à se passer quelque chose où on se rend compte que tout le matériel militaire qu'on avait, bon, qui nous avait été donné à travers Claude Macouk, par Ben Bella, qui aimait beaucoup la Guadeloupe, ce matériel était obsolète. Le plastique, tu mettais des donateurs dedans, machin, vous ne pétiez pas à péter. Pourquoi pour le plastique là, besoin qu'on mettait à l'établage, gentiment, posément, qu'on mettait, bim, petit morceau. Pour vous donner une idée, on avait aussi une mitrailleuse, une seule, qui nous était arrivée, il y en avait plusieurs au départ, avec des sacs de revolvers et tout. On a reçu peut-être 1 ou 2 revolvers et puis cette mitrailleuse. Beaucoup ont fait du business avec ça. C'est dans l'organisation de la... Bon, bref, ben, la mitrailleuse, c'est pareil. On va pour faire un exercice de tir, la mitrailleuse, il part partir. Quand on mitrailleuse, quand tu poses les tablettes, il passe. Il nous fallait des armes. On n'a plus d'armes. On n'a plus d'armes, mais en même temps, le mouvement commençait à prendre, puisqu'on faisait de fortes distributions de tracts la nuit. Et à l'époque, c'était impossible. À présent, quand on était là, on raconte là, on dit tel président, tel ministre, tel butin, pour mon bas rien. Mais à l'époque, tu foutais un butin contre les Gaules. On est un butin inutile. Je la fous là, je le vois pas travailler, etc. etc. C'est plus la même Guadeloupe hein, qu'aujourd'hui, il faut en être conscient. Toujours est-il que il faut quelqu'un maintenant, parce qu'il paraît qu'il y a un dernier stock d'armes qui restait en Paris, qui n'est pas encore rentré en Guadeloupe. Donc il faut qu'on envoie quelqu'un de confiance, récupérer les armes pour le faire entrer au pays. Et alors à l'époque, c'est toujours pareil, c'est pas comme maintenant. Maintenant, tu prends l'avion, tu pars à Paris ce matin, tu reviens demain matin, personne ne t'occupe de rien. Mais à l'époque, quand tu partais à Paris, avant que tu arrives à Paris, tout le monde te prenait chez toi, machin, c'est que Pascal a pris l'avion, est allé à Paris pour soigner un gros orteil, je sais pourquoi. Et je me trouve impliqué dans une histoire un peu sombre où on veut me faire assumer une paternité qui n'est pas la mienne. Mais en fait, ça tombe fort bien pour moi parce que finalement, en disant que je vais rejoindre la Dulcinée, je pars clean. Une fois que j'arrive là-bas, je fais ce que j'ai à faire. Et c'est la fameuse histoire de Paquito. Paquito qui est le premier Guadeloupéen à ne pas avoir un nom chrétien, d'où Paquito. Et pourquoi Paquito? Parce que comme j'étais supposé être son papa, c'est moi qui lui ai donné son nom, et je ne vais donc pas donner un nom chrétien qui est sous le calendrier. Et c'est depuis qu'il y a des Paquitos en Guadeloupe, il y en a plein maintenant. Je rencontre tout le temps, je dis, ah bon, Paquito. Et il se fait que c'est l'affaire Paul Dironé. Tout le monde a toujours pensé que c'était moi, le géniteur de Paquito. Or, donc il n'en était rien, je le savais. Mais je jouais le jeu pour pouvoir faire mon aller-retour entre Paris et Pointe-à-Pitre avec ce qu'il faut dans mes valises et autres, etc., etc. Mais enfin, toujours est-il que je suis en Europe et je suis aux aguets de ce qui se passe en Guadeloupe. Et j'entends parler de cette histoire de chien. Il y a une chose que tu n'as pas dite qui est importante, et c'est normal, je n'avais pas encore l'information. Mais quand Kiki Nestor a entendu très tôt le matin ce qui se passait à Bastère, il a pris notre voiture, qui était pas autre voiture que l'Opel de celui que je viens de nommer là, Sainte-Rose. Sainte-Rose. Eh oui, Sainte-Rose, pharmacie Sainte-Rose. Serge Claude. Et là, c'est Kiki devant tout le monde, il mobilise les foules et fait prendre la voiture du bonhomme, foutre le feu là-dedans, foutre la voiture le machin. Mais tout le monde le préfère, tout le monde le voit. Ben ça, il ne fait pas ça cacher. Hein. Et une chose que tout le monde oublie, c'est que le soir, il a eu l'accord de la direction politique et il a décidé de mettre, avec ce qui nous reste, une bombe sur le magasin du propriétaire, le deuxième magasin du propriétaire de Bastère qui était à Pointe-à-Pitre. Ça paraît à la rue Zabim, que ce couillon de Bangou a appelé la rue Frébeau.
qui n'a rien à voir, le gars, même une statue là, qui n'a rien fait pour la Guadeloupe de particulier, etc. Toujours est-il que je pourrais vous donner moult détails sur cette histoire de bombe. Il a fallu lui-même perdre la vie, pardon. Mais tout s'est bien passé. Je vous raconte ça si vous voulez dans le détail. Toujours que toutes les vitres de cette rue ont voltigé en éclats. Et il y avait une tension, donc tout le monde savait que le gong était attentif et opérationnel. Et ils ne savaient pas que c'était les derniers petits restants de pâte à modeler qui nous restaient. Moi, je suis en France et je regarde les nouvelles dans le monde. Je comprends tout de suite ce qui se passe en Guadeloupe. Parce que j'habite chez le père René, qui est un grand machin communiste, un grand patriarche communiste. Et c'est vous là quand même bon. Et moi, quand oui, on a les deux. Il y a un cas là. Enfin, toujours est-il que, pour rester sur ce que nous avons exposé, quand j'arrive en Guadeloupe, je débarque dans les derniers mois d'avril, et j'explique aux camarades que la direction parisienne sous l'autorité de Serge Gloll me dit qu'ils n'ont plus rien. Ils ont cherché, mais tous les gars qui avaient ça ont fait du business avec les armes. Il n'y a plus rien. Alors moi, j'ai pris la décision de voir Madame René qui m'a nourri et logé pendant tout ce temps-là, depuis à peu près septembre jusqu'à février, mars, jeudi, je suis arrivé dernier jour du mois d'avril, puisqu'on a fait le premier vrai défilé populaire en Guadeloupe, c'est le 1er mai de Capesterre cette année-là, 67. C'est la monde marchand, la rue avec drapeau, avec syndicats, etc. C'est nous. Et c'est toujours pareil, c'est sous la direction de Pierre Sainton, de Jacques Nestor et le comité d'action, etc., que nous avons pu faire ça. Mais toujours est-il que, pour rester sur ce qui nous intéresse, donc, le temps passant, la température monte et cette grève arrive. Comme on pourrait dire ça, comme cheveux sous la soupe, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Kiki donc me convoque après d'avoir donné le peu d'armes que j'avais pu amener et de balles, de 22 longs rifles, d'où mon nom 22 dans l'organisation, ce que personne ne sait. Il y aurait dit 22, il y aurait dit n'importe quoi, mais c'est ça, ça venait de ça. Et ça, il faudra qu'on fasse peut-être une autre chose là-dessus. Toujours est-il que, comme j'essayais de l'exposer là tout à l'heure, Kiki Nestor décide de prendre une initiative personnelle et de passer plus rapidement que nous l'avons prévu à la phase pratique. Et c'est ainsi que je le croise, je sors de la gendarmerie, pas de la gendarmerie, de l'église, passe devant la gendarmerie pour passer la rue Nausière. Le cortège arrive, pareil, première fois que grève qu'a fait avec mon camachanari, c'est Kiki qui est en première ligne. Personne d'autre. Et là, présent, j'ai au moins 4 montages. Et il me fait comprendre clairement, pas rentrer là, même à parole là. C'est pas ton jeu là. Reste là où tu es, ton tour viendra pour faire ce que tu dois faire. C'est pour lequel tu es fait, etc. Mais là, laisse-moi travailler tranquille. Donc, je suis obligé d'obéir. Je suis son bras droit. C'est lui le chef. Et le lendemain, j'apprends qu'il continue, il reprend les mouvements sociaux, il casse le prisonnier qui est là, coup de pied terrible, machin. Il y a d'autres témoins qui pourront vous parler de ça, son nom est Maurice Rinaldo, mais là c'est un dossier un peu compliqué. Mais toujours est-il que arrive la scène ici de 15h. Mais le dossier de Kiki, moi il paraît que je fais 1m80, mais mon dossier doit faire 18 mètres. Mais le sien, quelle que soit sa taille, c'est encore beaucoup plus haut. Donc, tout était préparé pour qu'il tombe dans le piège dans lequel il est tombé. C'est pour ça que dans le livre qui est Bagatelle, que j'ai écrit, la lourde responsabilité d'écrire avec le doyen Félix Rode, on vous explique comment le piège a été tendu
il y avait une voiture de CRS garée à peu près. Vous voyez là où il y a les scooters là? Les 2 scooters garés là. Vous voyez pas 2 scooters garés sur les meubles blancs là? Avant, la rue arrivait là comme ça. D'accord? Entre le vert là et les scooters. La rue Bévian. D'accord? Donc la voiture des flics, des CRS, c'était des Volkswagen militarisés, allemands. Et il y a un tireur d'élite qui est caché sur le capot, qui est à plat ventre, à plat ventre comme on fait dans toutes les armées du monde, sur 250 mètres à peu près, et qui est, comme il nous l'a dit, à peu près là-bas. Et qui ne voit rien puisque la voiture est là, mais le tireur d'élite, il est camouflé avec 2 autres qui ont 2 boucliers en osier. Donc tu vois bien 2 gars qui ont un bouclier en osier, mais tu ne vois pas le bout du canon qui sort entre les 2 trucs en osier dans lequel tu es en plein dans le viseur. Et donc, ils l'ont eu, comme c'est un simple tir de 250 mètres à la lunette, c'est une balle doum-doum. Ça te fait un trou à peine gros comme mon petit doigt comme ça quand ça rentre. Et quand ça sort derrière, tu peux mettre ta tête pour voir ce qu'il y a dans le corps. Tellement tout est parti en tous les sens. Alors c'est là où il va y avoir une scène mystique dont j'ai eu l'explication que bien plus tard, c'est la mère de Kiki qui me l'a donnée. Je vous la donne parce qu'elle est parlante et je pense que ça va sûrement le faire germer autre chose. Le témoin en question dont je vais parler, là, Rinaldo Maurice, qui s'est retrouvé à porter secours à Kiki Nestor sous la pression de la population, puisqu'ils étaient ensemble avant, on les voyait. Et on lui dit, Bougarla est mort, là, il faut aller chercher, etc. Alors il va voir Kiki, il s'approche de Kiki, et il me dit, il voit que Kiki est touché, il a du sang, et sa bouche fait comme ça. Quelque chose qui se répète, mais il n'y a pas de son qui sort. Donc, finalement, il va avec Kiki là, il y a le père Tibus qui le prend, etc. Mais on n'a jamais eu d'explication à ça. Et c'est un beau jour, je suis chez Madame Nestor, je suis allé visiter. Et elle me dit, et elle m'aimait beaucoup parce qu'elle a toujours dit ça, j'étais le seul de l'organisation qui est venu la voir. Tout simplement la voir. Alors, a fortiori, lui dire merci de nous avoir donné Kiki. Et elle me dit, voilà, ce jour-là, le jour où Kiki est mort, elle était donc chez elle, avec ses enfants. Elle donnait à manger à ses enfants. Et le repas était terminé. Et elle est allée dans la cuisine pour faire la vaisselle. Et en faisant la vaisselle, elle croit entendre les enfants qui sont dans le salon l'appeler « Maman, maman, maman ». Alors au début, elle ne s'en occupe pas. Et puis, pour elle, ils insistent, ils parlent de plus en plus fort, parce qu'à un moment, elle est obligée de laisser sa vaisselle. Et elle va vers les enfants et elle leur dit, mais les enfants, vous m'appelez, vous avez besoin de maman? Les enfants disent, mais maman, mais qu'est-ce qui t'arrive sur ton propre Jeanne d'Arc alors? Ouais. Eh bien, quand tu fais le calcul des gens, ouais, tu vois que c'est au moment où Kiki meurt, ouais, qu'elle entend ça. Voilà. Et ça, c'est un phénomène, connu, ouais, que j'ai vécu personnellement avec mon papa, ouais, quand il y a des relations intenses entre 2 êtres, quelle que soit la distance qui les sépare, mais au moment où un rend l'âme, il communique avec l'autre. Ouais. Et je vous donnerai des détails là-dessus. Ça rentre dans ma famille avec beaucoup de souffrance, parce que c'est des gens qui sont entrés dans ma famille pour l'argent. Comme vous savez, une des plus grandes familles de la Guadeloupe, c'est pas la peine d'aller loin. Il y a encore un immeuble là immense qui est fermé depuis un demi-siècle par rapport à des conneries de famille. C'est l'argent qui a été sur l'argent, il va pour mettre objectif en tête à eux. Donc moi, c'est pas le cas. Bref, c'est un peu dommage de le dire, mais toujours est-il, j'ai vécu la même chose avec mon père, et je peux vous assurer, c'est écrit dans le Hiking, hein, et je vous invite justement d'avoir ça, et ça peut effectivement arriver, et je crois que c'est ce qui est arrivé à Kiki, c'est ce qu'il disait, il adorait sa maman, quand il s'est senti touché, mort. Alors, une scène importante que j'ai omis de vous dire, c'est celle-là. Juste avant que ça se passe, ce que je vous dis là, où il est touché, il est tombé avec le Sainto, et qu'il a...
et ils entendent, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais toujours il y a un moment, Kiki a passé, ils étaient en train de envoyer des cailloux sur les machins, Kiki a passé sa main sur son ventre, il a vu du sang. Et il a dit en toucher. Et là, je reconnais Kiki. Ça, c'est Kiki comme son regard. En toucher. Ils m'ont touché. En touché. Et quand les gens ont vu le sang, Kiki qui dit ça, ils ont tout en gens arrêté, en gens regardé. Et là, Kiki dit ça, il y a un effondré, considéré que c'est le tour de New York, là. Il tombait blip. Là, Kiki tombait, tout le monde paille. Je le sais, tout celle-là. C'est après, lorsque Rinaldo est venu, qu'ils se sont mis, qu'ils l'ont pris et qu'après il est parti à l'hôpital. Voilà un petit peu les faits centraux de ce jour. Mais ce n'est rien d'autre qu'un piège pour tuer un homme et pour faire comprendre quoi, et c'est là où ça nous intéresse, c'est un message fort que l'État français nous a lancé au Gong. Si vous faites le couillon, voilà ce qui va vous arriver. C'est tout. Et j'étais très surpris, parce qu'une fois que moi, ils ont foutu la patte sur moi le 1er juillet 67, presque manu militaire pour me mettre dans un avion envoyé en Guyane, ils m'ont appris ça. Quand un peuple se soulève, la première chose à faire, c'est localiser les 10 premiers chefs. Et parmi les 10, chercher les plus virulents et en tuer un ou deux. Dès que vous tuez un ou deux, les autres auront peur, ils vont rentrer dans leur calage, vous êtes tranquille pour moins de demi-siècle encore. Et c'est exactement ce qui s'est passé en mai 67. Alors, nous reviendrons là maintenant. Kiki a été tué. Il a été assassiné et la fusillade fait rage. Les Français s'amusent, ils tirent sur tout le monde, tout ce qui bouge. Ou pas, mais c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde vous dit 26 et 27 mai, ou 26, 27, 28 mai. Enfin, chacun va selon son match. Mais c'est faux. Ça a commencé le 26 mai, le vendredi, et c'est resté bandé jusque, non pas le lundi d'après, c'était un vendredi, le 26 à l'époque. Le premier lundi, il y a eu un deuxième lundi, et c'était très chaud entre ces deux lundis. Tout le temps, partout, il y avait des voitures, il y avait des tirs, il y avait des machins. Moi-même, je dois le dire, hein, je suis resté la première nuit après Pointe-à-Pitre à l'Albédian, camouflé avec ce qui me restait dans le vieux 765 que j'avais. Mais ça commençait à devenir un peu dangereux pour moi parce que j'entendais des gens qui criaient. Pardon? Là où tu m'as montré la dernière. Alors, et donc je disais donc ça devenait un petit peu dangereux. Un peu dangereux pour moi-même parce que j'entendais des cris, des choses, et les cris s'arrêtaient, on ne savait pas qui est mort, qui n'est pas mort. Et le lendemain, donc samedi, j'ai vu Pointe-à-Pitre en feu à l'époque, parce que notre immeuble était encore beaucoup plus visible à l'époque, puisqu'il y avait plutôt les maisons en bois, il n'y avait pas encore tout ce truc-là. Et donc j'ai vu le Pointe-à-Pitre était en feu, hein, la nuit du 26 au 27 mai, c'était le feu partout. D'ailleurs, ils tiraient même dans les veillées. Les gens faisaient des veillées, ils tiraient dans les veillées. Hein. Ils se sont amusés. Hein. Toujours est-il que pour rester sur ce qui nous intéresse, donc, et que je voulais donc exposer donc très rapidement, c'est que c'est pas du tout ce qu'il nous raconte. C'est le premier lundi, il s'est passé un deuxième lundi où les gens essaient de sortir. Il y a eu un petit moment, tout le monde est rentré. Donc il fallait attendre le deuxième lundi après, et c'est là où la vie civile vraiment. Donc en fait, ça a duré, il faudrait reprendre les dates, mais c'est jusqu'en juin, vers la mi-juin comme ça, on peut retrouver les dates si vous voulez, c'est assez facile. Il suffit de prendre un lundi, 2 lundis, 3 lundis. C'est bien ça, hein? C'est le troisième lundi, après le vendredi 26 mai, c'est là où prenez les dates, c'est là où la vie civile a vraiment repris à la rue des Libanais, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Dites la rue Zabim, dites Fouébo. En fait, toujours est-il que là, c'est cet aspect donc, de cet assassinat et de cette mise au pas, mais ce n'est pas tout. Parce qu'après, même si ça machin, là, ils ont commencé à faire maintenant du quadrillage et de la sécurisation de zones. Et c'est ainsi que même des gens bien vus en Guadeloupe, qui étaient sur la plage haute, ils se faisaient interpeller, les flics arrivaient dans une jeep, là, vos papiers, vos bulletins. Et il est bien possible.
il est bien possible donc qu'il y ait eu bien plus de crimes officiels qu'on nous le dit. C'est à ça que nous, sur la base des éléments que nous avons, nous estimons qu'il y a plus de 200 morts. Mais on ne peut pas le savoir exactement. Il y a 20 personnes qui ne sont pas comptabilisées dans le chiffre officiel, qui ont été lâchement massacrées dans la nuit du 26 au 27 à la gendarmerie de Miquel, dont le dernier, un petit jeune, qui avait à peine 20 ans, et qui disait « Ne me tuez pas, ne me tuez pas, ne me tuez !» Et bim, nous partons le pas. Il a été tué là, parmi ces 20-là. C'était qui? Et un problème, un petit mot comme ça en arrière. Et c'est là où Pierre Sainton a échappé à la mort de justesse. Et vous allez trouver ça dans le livre qu'il a écrit. Et il vous a expliqué comment par miracle il y a échappé. Pourquoi? Parce qu'il avait fait du bien une fois dans sa vie comme ça, quoi. Comme c'était un homme comme ça. Comme Kiki Nestor, comme d'autres. Et je sais pas. Eh bien, il se trouvait que c'était la fille d'un gars auquel on avait donné l'ordre de tuer Pierre Sainton à Miquel. Et alors, il y a eu une engueulade entre ce gars-là et un autre peut-être auquel on avait donné le même ordre et qui voulait le faire. Et ils sont sortis, machin, et Pierre a entendu un coup de feu et n'a jamais revu le deuxième. Il n'y a que celui dont il a sauvé l'enfant. Et la scène est simple. Entre Pierre Sainton et lui, docteur, vous ne me reconnaissez pas? Pierre dit non. Mais vous, tel petit coin perdu, il y avait une mare en France. Vous ne rappelez pas une petite fille qui était déclarée morte? Tout le monde vous a dit qu'il fallait laisser tomber, qu'elle était morte. Et vous avez continué avec plus de fou que jamais et finalement vous l'avez sauvée. Pierre a cherché en mémoire. Et ça a revenu, oui. Eh bien, mais c'est moi le papa. Donc c'est normal. Enfin, toujours est-il que pour revenir sur mai 67, donc, nous avons compris maintenant, nous avons une vision d'État, nous avons compris le crime d'État. Ce n'est pas un crime à la rigolade. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle là, même si je suis tout près de l'événement, les Français le savent, puisqu'ils m'ont foutu la patte sur moi, ils auraient pu me convoquer. Mais non, ça a été fait scientifiquement. Carré. C'est tout. Maintenant, chacun a son interprétation des choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite histoire sur Sakinaldo assez compliquée. Je reviendrai là-dessus avec vous si vous le désirez après. Mais mai 67, finalement, c'est une sorte de remise en marche, en coupe réglée, d'un peuple qui a essayé de se soulever. On lui a fait comprendre, ferme ta gueule, reste tranquille. Et c'est ce qui s'est passé finalement. On veut nous faire croire ces fameux 3-4 jours, mais nous disons non. C'est parti effectivement le 26 mai là à 15h environ, mais en fait, ça a continué jusqu'à François Mitterrand. Il avait quel âge quand il est décédé, Jacques Nestor? 26 ans. 26, jeune. Très jeune. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'il s'est donné, il en avait marre de ce qui passait dans l'organisation, on a prouvé. Et il a simplement décidé de faire en sorte que les choses aillent plus vite, et plus carré. Maintenant, s'il savait, il avait été plus prudent. Parce que, il n'est qu'à voir sa photo sous le Fayaz, hein, c'est un volcan. Hein. On regarde bien ses yeux, on sent très bien son âme. Hein. Donc, il s'est sacrifié pour nous. Maintenant, ceci étant dit, on pourrait dire encore bien d'autres choses, mais je crois que j'ai déjà beaucoup parlé de ce que c'était que mai 67. Je crois que maintenant, vous avez une bonne image, tant dans la forme que dans le fond, de ce qu'a été mai 67.